Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Fan Club Podcast. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une pause et qu'on discute un peu de musique. Parce que c'est vrai, je n'aurais pas pu débriefer la fin des JO. Mais globalement, ce que j'ai à dire, c'est quand même bravo à la délégation française. On a quand même fait beaucoup de choses et nous sommes quand même premiers de classement de la Fédération française de la loose. Premier du tableau des médailles des losers avec un nombre incalculable de 4e, 5e et 6e place. Et même si c'est nul, je trouve que c'est quand même de très bon augure pour Alpes 2030. Il y a les moyens qui sont mis en place et je pense que ça peut mieux marcher que pour les JO 2024. En tout cas, moi j'avais un peu peur que ça fasse comme l'athlétisme où il y a eu plein d'espoirs mais qui n'ont pas su éclore pendant les JO. Donc c'est un peu dommage. Mais je pense que là, on est quand même sur quelque chose de bon augure. Voilà, c'est un peu tout ce que j'avais à dire. Je reviendrai sur un peu les actus sport en fin de podcast parce que j'ai deux, trois petits trucs à dire. Mais globalement, là où je veux en venir, c'est que aujourd'hui, j'ai envie de faire un épisode spécial musique parce que il y a beaucoup de trucs qui sont sortis, de projets qui sont sortis ce mois-ci que j'ai envie de discuter. Et aussi parce qu'en fait, je sais pas, début du mois, et même depuis fin janvier et tout, genre, j'écoute pas trop de musique, genre j'écoute en boucle les mêmes. Enfin, en fait, j'essayais pas de découvrir, juste je lance mes titres likés et du coup, c'est tout le temps les mêmes qui passent. Alors qu'il y a plein de trucs trop cool qui sont sortis. Mais du coup, ce temps est révolu puisque j'ai décidé de me cultiver. Non, mais voilà, je voulais juste faire un point avec vous parce que du coup, j'en ai écouté plusieurs qui étaient très cool. Et puis surtout, dans le contexte du fait qu'il y a les Brit Awards, je crois, le week-end prochain. Je vais pas faire de prédiction parce qu'en vrai, on s'en fiche un peu. N'hésitez pas à voter pour Rain Me In, qui est pour moi la collab de l'année, si c'est pas elle qui gagne. Rain Me In, Olivia Dean, Sam Fender. Je ne poste pas de podcast la semaine prochaine. Whoa, oh, oh. Voilà, sans plus attendre, j'aimerais qu'on évoque le grand album qui est sorti de Charlie XCX, qui s'appelle Wuthering Heights, rapport au film Wuthering Heights, en français Hurlevent. Donc le film avec Margot Robbie et Jacob Elordi. Je pense que vous en avez entendu parler, puisque c'est quand même le sujet d'actualité, c'est une grande sortie qui était attendue, parce que le livre est mythique, c'est un livre, c'est un classique, et surtout parce que le livre qui est du coup Les Hauts de Hurlevent, mais c'est un classique et le film, en tout cas cette adaptation du film, l'adaptation de Emerald Fennell, est un peu critiquée puisque de base le livre n'est pas une histoire d'amour, il y a plein d'autres choses qui tournent autour et là le film c'est une version romantique. J'ai vu ce film la semaine dernière. Bon, c'est pas le but puisque je suis pas du tout cinématographe. Ah non, cinématographe c'est un truc pour filmer, non. Je suis pas du tout cinéphile. Mon avis n'est que le mien et vaut pas grand chose. Mais moi j'ai trouvé que ce film était magnifique. Il était magnifique dans le sens où il était très beau, la photographie est très belle, les couleurs, la lumière. C'est, c'est quelque chose qui joue beaucoup sur l'univers dans lequel on est plongé. Et les costumes sont absolument exceptionnels. J'ai rarement vu des films avec des costumes si beaux, si en détail et si précisément choisis. Et juste de manière générale, vraiment très beau. Et puis bah du coup le sujet du jour finalement, un film que j'ai aimé pour sa BO, sa bande originale, puisque comme je l'ai évoqué en introduction, c'est Charlie XCX qui a réalisé une grande partie de la BO, puisqu'ensuite il y a des musiques non originales qui ont été ajoutées dans le film. Mais voilà, Charlie XCX qui a été contacté par Emerald Fennell, peut-être pour resituer, Emerald, c'est une réalisatrice qui a notamment fait Saltburn, aussi avec Jacob Elordi et avec Barry Keoghan. Et elle a fait aussi Promising Young Woman. Et ces trois films avec Wuthering Heights, enfin Hurlevent, ont été réalisés avec en productrice Margot Robbie.
qui joue également du coup dans le film Hurlevent. Et du coup, Emerald Fennell et Margot Robbie ont contacté Charlie XCX de base seulement pour avoir une musique originale de sa part dans le film. Et en fait, Charlie, elle a proposé de créer un album entier pour le film. Et elles ont tout de suite accepté. Et la raison, c'est que, en fait, à ce moment-là, Charlie, elle était en tournée, elle était en plein dans le Brat Summer, toutes les Rabrat et tout, et en tournée notamment. Et en fait, elle avait un peu besoin de complètement shifter de direction, avoir un autre projet sur lequel bosser et quelque chose qui était complètement différent, avec un message, une DA, un son différent. Du coup, elle a accepté et elle en a profité donc pour proposer de faire l'album entier. Et pour moi, c'est très intelligent parce que elle déjoue un peu les attentes. C'est-à-dire que suite à Brat, qui est un peu son gros album de sa carrière, qui est à l'heure actuelle le pic de sa carrière, les gens ont des attentes envers elle. Parce qu'il faut quand même savoir que Charlie XCX, elle a commencé dans les années 2000, 2006, 2007. On l'a connue en premier avec son tube Boom Clap. Et ensuite, elle a un peu disparu. Et elle a continué à se chercher, à essayer de faire quelque chose qui fonctionnait. Et ça a refonctionné du coup avec Brat, mais presque 15 ans après, quoi. Donc là, il y a un peu des grosses attentes parce qu'on se dit peut-être que, en fait, après Brat, ça va faire comme après Boom Clap. Donc il y avait des grosses attentes. Et en fait, c'est très intelligent ce qu'elle a fait parce que, au lieu de prendre le risque de proposer un autre album ou un autre projet qui soit différent de Brat, mais qui ne plaise pas, là, elle se dit, je vais faire un projet qui n'est pas vraiment un projet sur lequel on m'attend. Parce que ça reste un album, mais c'est un album qui est dans un projet qui est bien plus grand. Ça s'inscrit dans quelque chose de plus grand, qui n'est pas lié à son propre branding, qui n'est pas lié... Donc, en fait, on pourrait très bien dire que si ça ne fonctionne pas, si les musiques ne plaisent pas, et qu'on décide, le public décide que ce n'est pas bon, en fait, elle pourra le raccrocher au film et pas le faire partie de sa propre discographie, en tout cas de sa discographie personnelle. Mais, dans l'autre sens, si ça fonctionne, l'album, ça sera un win-win, puisque ça fera du bon pour le film, et en même temps, elle pourra le considérer comme un peu un stand-alone, ce qui est le cas en fait, puisque les musiques, là je vais donner un peu mon avis, mais les musiques qui sont faites, moi je les adore, je trouve que c'est un super album, je pense que c'est de la même qualité que Brat, et je pense que entre les deux, ça se joue. Ça se joue. Je sais pas lequel je pourrais préférer. Mais du coup, je trouve que l'avantage, c'est que c'est vraiment un album qui est à la fois qui s'inscrit très bien dans l'univers du film, mais en même temps qui n'a pas besoin du film pour exister, puisque ça reste très peu personnel. On n'entend pas le nom des personnages, il n'y a pas de référence au lieu, il n'y a pas de référence directe au script. Et d'ailleurs, elle a écrit, parce que je trouve ça tout le temps intéressant de regarder comment les musiques de films sont faites. Est-ce que elles sont faites à partir d'une scène, on monte la scène, on dit ok, fais-moi une musique pour cette scène. Est-ce que c'est en amont? Est-ce qu'ils ont déjà vu le film et juste tu fais une musique pour ce film et on voit où est-ce qu'on la case? C'est tout le temps très intéressant. Et elle, en l'occurrence, elle a dit que elle avait simplement lu le screenplay, donc le scénario détaillé, et elle a commencé à travailler sur cet album et sur les musiques avant même que le tournage commence. Et c'était pendant la tournée Brat qu'elle a enregistré. Du coup, je trouve que c'est assez marrant parce que on a un peu l'impression que l'album et le film sont co-construits puisqu'ils ont été faits en même temps. Il n'y en a pas un qui a vraiment... Enfin, ils se sont tous les deux appuyés l'un sur l'autre, je pense. Dans le sens où Charlie, elle a eu le screenplay, elle a vu une vision. Et ce qu'elle a mis dans son album, à mon avis, ça a aussi été une matière pour retranscrire ce que voulait retranscrire Emerald Fennell. Donc c'est hyper intéressant. Et du coup, le fait aussi que elle l'ait enregistré et qu'elle a commencé à travailler dessus pendant la tournée du Brad Summer de cet album, je trouve que ça se voit. Charlie XCX, moi je connais pas beaucoup ses albums antérieurs, mais c'est vrai qu'elle a quand même une capacité à essayer de changer de message, de DA sur tous ses albums.
Et Brat avait vraiment une énergie de genre très très fête, très punk, et très chaotique. C'était vraiment très chaotique, on sentait l'alcool, on sentait la drogue, on sentait le chaos, on sentait le punk quoi. Et en fait dans tous ces sons, on sent que c'est en boîte en fait, dans Brat. Et là, Wuthering Heights, c'est différent puisque c'est comme si l'album il avait été fait le lendemain. Quand on a de la mélancolie, quand on a un peu un tiraillement du lendemain, quand on est en redescente post-Taz. Et du coup, c'est plus torturé, je pense. Et on sent vraiment la tension en fait. Je trouve que c'est hyper intéressant. L'album, il reprend du coup le thème du film qui est vraiment genre un amour contraignant, un amour contraint, avec cette forte tension entre les personnages, mais en même temps ce danger, cette torture qu'il y a autour de leur relation. Parallèlement à ça, c'est aussi une réponse de Charlie à sa post-Brat era. On peut aussi le voir, toutes ses chansons et ses textes, comme des métaphores et des paroles qu'elle dit à son public. Notamment, par exemple, Altars, où dedans il y a une phrase qui dit One is not the loneliest number. Bien sûr, dans le cadre du film, ça prend tout son sens, mais dans le cadre de sa carrière actuellement, du moment où ce qu'elle vit, Charlie, ça aussi prend son sens. Parce que là, elle vient de vivre quelque chose qui était absolument spectaculaire. L'engouement autour de Brad Summer a été complètement inattendu, et elle s'est retrouvée avec tout le monde en fait. Et maintenant, elle est un peu en train de prendre du recul et se dire ok, j'ai besoin de souffler, j'ai besoin d'être seule, mais pas lonely. Genre alone but not lonely. Et du coup, je trouve que c'est aussi ce qui est intéressant dans l'album, c'est que il y a vraiment la dualité de l'album il s'inscrit tellement dans le film, mais en même temps c'est aussi vraiment un projet qui fait une part entière sens dans la carrière de Charlie. Pour parler un petit peu du son, en vrai, je l'ai dit, et je pense que ce qui le caractérise le plus, l'album, c'est vraiment la torture, la tension. C'est assez sauvage, même voire gothique, parce que ça, c'est aussi la DA, l'univers du film. Donc c'est assez gothique. C'est très électrique, puisque c'est Charlie XCX, donc elle fait de l'ultra pop, pop électro. Il y a beaucoup d'autotune, mais on arrive très bien à entendre sa voix, et je trouve que d'ailleurs, il y a un très gros travail de voix, et beaucoup plus que dans Bratz. Et je trouve que c'est un peu l'album pour découvrir qui est vraiment Charlie post-Bratz. Enfin, on a découvert Charlie avec Bratz, maintenant qui est-elle vraiment? Je trouve que là, ça met en avant tous ces atouts qui n'étaient pas forcément mis en valeur dans Bratz. Voilà. Peut-être pour vous parler de quelques musiques que j'ai adorées. D'ailleurs, je vais vous parler d'abord d'une qui n'est pas vraiment ma préférée, mais qui est celle qui est le plus félicitée par la critique. C'est House, qui est en featuring avec John Cale. Et en fait, elle est très intéressante en termes de prod, en termes de construction, puisque en fait, ça démarre avec un speech de John Cale. Et ensuite, au fur et à mesure, les vocalises de Charlie viennent s'appuyer et faire écho au speech pour ensuite terminer dans une chanson. Et ça questionne beaucoup de choses. Ça questionne le fait de vivre dans un monde que tu t'es toi-même créé, et d'essayer de comprendre pourquoi. Pourquoi tu t'es créé ce monde et pourquoi tu vis dans ce monde. C'est très intéressant. Moi, je trouve que musicalement, c'est pas forcément celle qui m'a accueilli le plus. Mais vous inquiétez pas, parce que sur les 12, je crois que j'en ai répertorié 7 que j'adorais. Donc voilà, la première c'est Altars, je vous en ai parlé. Elle est très simple, mais comme j'ai dit, elle met vraiment aussi en avant sa voix, je trouve. Il y a aussi Seeing Things, qui a plus un message d'hallucination, d'obsession, comment dire, de desperation, au point de ne pas savoir si ce qu'elle pense est réel. Est-ce qu'elle imagine la personne? Est-ce que c'est vrai? Et si je trouve ça hyper intéressant. Il y a ensuite des sons qui sont un peu plus doux et qui sont un peu mélancoliques, limite tristes, qui font de la peine, comme Open Up.
Il y a aussi Always Everywhere, qui est la musique de générique, la première musique du générique en tout cas, qui est très douce. Et je trouve que c'est une musique genre pour regarder très intensément quelqu'un. Long Stare Song, j'ai marqué. Et puis ensuite, il y a Dying for You, Chains of Love, qui sont des musiques beaucoup plus... je sais pas comment dire, mais genre, ces musiques, c'est comme casser un vase, un verre. Tu sens un truc qui brise. Et puis Wall of Sound, qui est aussi... elle me provoque quelque chose, cette musique. Et je n'arrive pas vraiment à expliquer comment. Mais voilà, je vais essayer de vous mettre quelques extraits de certaines musiques dans cet épisode, puisque j'ai un monteur. N'hésite pas à dire bonjour Clément. Coucou, c'est le monteur. Il semblerait qu'à cause des droits d'auteur, nous ne pouvons pas utiliser d'extrait dans ce podcast, enfin pas de n'importe quelle musique. Donc ça sera pas pour cette fois, peut-être la prochaine. En attendant, on vous invite à aller écouter ces magnifiques musiques à la fin du podcast. Bisous. Donc voilà. Et je pense que c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire sur Wuthering Heights. Je pense que ma préférée, c'est... Ça se joue entre Altars et Dying for You. Voilà. N'hésitez pas à me dire laquelle vous préférez. Ensuite, j'aimerais discuter de quelques autres petits projets musicaux que j'ai aimés ou non. Nous allons voir ça maintenant. Il y a quelques semaines, nous avons une nouvelle musique, un nouveau projet de Somber qui est sorti. Homewrecker. C'est clairement une musique qui a aussi ce sentiment de desperation. Vous pouvez le comprendre par le titre, mais globalement, il parle d'un amour envers quelqu'un qui aime une autre personne, qui est en couple, ou en tout cas qui est dans une relation avec quelqu'un d'autre. Et je trouve ça assez touchant. Encore une fois, Somber ne me déçoit pas. Je trouve que je ressens sa peine, je ressens ce qu'il veut dire, je comprends ce qu'il veut dire. I wanna see you in another light. J'ai adoré cette phrase, très simple, très très simple. Hein. C'est pas du lyricisme prodigieux, mais pourtant cette phrase à chaque fois, vous voyez, elle m'interloque parce que ça évoque plein de choses. À la fois light dans le sens propre du terme, ou dans la musique on comprend qu'il se voit le soir, et donc il a envie de la voir dans le monde réel, dans le jour, à d'autres moments. Mais en même temps, il y a aussi cet aspect plus métaphorique, où on se dit in another light, parce qu'en fait, il ne connaît pas de relation de couple avec cette personne. Ce n'est pas sérieux, il ne la connaît pas de cette manière. Et il a envie de la connaître de cette manière. I wanna see you in another light. Excellente phrase. Moi, encore une fois, je suis extrêmement... Enfin, le moment où il me prend le plus, c'est au bridge où il dit I wanna kiss you on the bed and on the floor when I'm poor and when I'm bored. Cette phrase, I wanna kiss you on the bed and on the floor, je suis en mode wow, oh my god. Et quand il dit when I'm poor and when I'm bored, j'arrive pas très bien à comprendre. Il dit que il veut l'embrasser et être avec elle quand il est au plus bas. Et je trouve que c'est très beau. C'est très beau quand il est au plus bas, quand il ne sait pas quoi faire. C'est beau, mais c'est un peu bizarre aussi. J'arrive pas bien à saisir ce qu'il veut dire. Ou bien je le saisis, mais j'ai pas envie de le saisir. Parce que c'est important d'être avec quelqu'un quand on est pauvre, mais genre, tu veux pas qu'elle soit là aussi dans les bons moments. Et when I'm bored, I want to kiss you when I'm bored. Tu devrais aussi avoir envie de la kiss quand t'es pas bored et que t'as plein de choses à faire. Mais c'est là où c'est le plus important. Parce que when you're bored, enfin, genre quand tu te fais chier, frère, ouais, d'accord, bah tu te fais chier, du coup tu prends le premier truc sous la main, quoi. C'est ça que je comprends, moi, dans sa phrase. Et je suis un peu, du coup, je me dis peut-être que c'est pas aussi simple que ça, en fait, cette musique. Peut-être que cette histoire, elle est beaucoup plus complexe. Et du coup, à la fois, je suis frustrée parce que je me dis, qu'est-ce qu'il me raconte, en fait? Je suis en désaccord avec ce qu'il me dit, mais je me dis en même temps, peut-être que Jeanne, cette chanson, est beaucoup plus complexe que ce qu'on pense. Donc j'aime beaucoup. Je dirais néanmoins que Somber, il faut qu'il fasse attention. Je lui mets un petit carton jaune. Cette musique, je l'adore. Cependant, il a trouvé son son. Et ça marche très bien. Mais ça commence à être un peu répétitif. Moi, je suis cliente. Je suis la plus grosse Yonkli. Mais attention, Somber.
Il faut savoir se réinventer. Et j'ai un peu peur que ça soit quelqu'un qui ne sache pas se réinventer et donc qui va disparaître après. Je mets ce carton jaune, ça ne veut rien dire. Deuxième single qui est sorti cette semaine. Marguerite a sorti le single La Bosse après son EP qui était super. C'est encore une fois une musique ultra féministe qui rentre entièrement dans ses autres sons et dans la DA qu'on a identifiée pour elle. Mais je trouve que on comprend encore un petit peu mieux ce qu'elle veut nous proposer. C'est complètement dans ce qu'elle sait faire, mais en même temps c'est un peu différent. Parce que là on a un son qui est beaucoup plus fête, qui est un peu plus... quand je dis fête, ce n'est plus dancing in the kitchen, comme pouvaient être les filles, les femmes, les meufs. Là c'est vraiment on saute quoi. Genre là on est en mode sauter, boss, 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 boss. Du coup, j'aime bien ce qu'elle propose. Parce que là, je vois une variété de types de musique, je vois une variété de moyens de communication. Donc, entièrement apprécié. Je l'ai liké instantanément. Peut-être pour en dire un peu plus sur le sujet, parce que c'est vrai que je ne l'ai pas trop abordé, mais globalement, c'est une musique qui pousse de confidence, ultra féministe, pousse de confiance féminin. C'est une musique qui s'adresse aux filles, mais c'est marrant parce que on comprend qu'elle s'adresse directement à quelqu'un qu'elle connaît, à ses proches. Des fois, elle commence par ma copine ou ma sœur, et on comprend qu'elle s'adresse à elle. Mais en même temps, c'est très général et on a l'impression qu'elle s'adresse finalement à tout le monde. Comme si elle faisait un vous collectif. Vous pensez que vous êtes les queens que vous pensez être. Vous toutes. Et la subtilité, c'est que j'ai aussi l'impression qu'elle se parle à elle. Et ça, c'est très beau. J'ai adoré. Voilà. Dernière chose dont je voulais parler, peut-être vraiment très brièvement. Nick Jonas a sorti un album début février. Nick Jonas, bon, je n'aime pas forcément, je n'apprécie pas nécessairement ses musiques en solo. J'ai beaucoup apprécié ses premiers projets. Chains, Jealous, qui était un peu plus sexy, un peu plus R&B, pop sexy, pop... Là, maintenant, je n'arrive pas trop à voir ce qu'il veut dire, mais j'aimerais quand même en parler puisque dedans, il fait une référence à son diagnostic du diabète de type 1 quand il avait 13 ans. Pour information, il a écrit une chanson avec les Jonas Brothers pendant leur premier album qui s'appelle A Little Bit Longer et qui est une musique qui est beaucoup plus nostalgique, mélancolique, triste, peine, deuil de sa vie d'avant. Là, il évoque le diabète, la maladie dans son album par une simple phrase dans une musique qui s'appelle Too Sweet. Juste, il évoque ce moment et en même temps la résilience qu'il a vis-à-vis de cette condition. J'ai trouvé ça très bien, mais ce qui me touche le plus dans cet album, c'est sa couverture, qui est une photo de lui de dos face à un miroir, et donc on voit sa tête dans le miroir et on voit son dos. Il est torse nu et on aperçoit son CGM, donc son Continuous Glucose Monitor, donc en gros son capteur de glycémie sur l'album cover. Et franchement, j'étais tellement contente quand j'ai vu ça parce que en fait, il y a quand même beaucoup d'artistes, enfin beaucoup. Il y en a 2 qui sont connus en ce moment de chanteurs, même 3 on va dire. Et c'est vrai qu'on les voit pas en fait sur leurs affiches officielles. On les voit en concert souvent, leur CGM, leur pompe, parce qu'ils sont en habit de concert, ils sont en manche courte, on les voit et enfin ils peuvent pas s'en séparer pendant toute la durée de la tournée quoi, donc voilà. Mais c'est vrai qu'en shooting, sur des grandes affiches promotionnelles, on ne les voit pas forcément, et même généralement on ne les voit pas du tout. Et du coup, le fait que ça soit dans un album, sur une couverture d'album, j'ai trouvé ça trop cool. Voilà. Et c'est un peu tout sur mes petites critiques musicales. C'est un épisode qui est assez court, mais j'ai quand même quelque chose d'autre à discuter avec vous. C'est Alyssa Liu. Alyssa Liu, qui est la championne olympique actuelle de patinage artistique, qui a gagné le concours, il me semble, jeudi soir. Je suis absolument fan d'elle. J'en ai parlé d'elle dans mon podcast l'année dernière, lors du championnat du monde de patinage artistique. Je trouve son histoire complètement touchante. Elle est pas tragique. Et je trouve qu'elle fait preuve de beaucoup de résilience, de beaucoup de courage et surtout un très beau message parce qu'elle prouve qu'en fait, il n'y a pas besoin de se restreindre autant.
en tant que sportif. Et du coup, j'aimerais que ça soit le message qu'il faut retenir de cette victoire, que c'est ok de faire des pauses quand on ressent plus la passion, et surtout, c'est ok de dire que c'est à nos propres termes. Et ces propres termes impliquent une alimentation qui est vraiment saine et pas qui est propagandée saine. Ça implique un rythme sportif sain et basé aussi sur tes envies. Et ça implique d'être fun. Parce qu'Alissa Liu, elle est très fun. Et elle l'a prouvé d'ailleurs au gala de fin de compétition des JO. Puisque du coup, toutes les compétitions de patinage se finissent à chaque fois par un gala où ils font... genre certaines personnes sont invitées à proposer une chorégraphie hors compétition, quoi. Genre un peu sur une musique actuelle, sur... voilà, quelque chose un peu plus chaud. Et ils le font également dans le cadre des Jeux Olympiques. Et du coup, c'était, il me semble, vendredi soir. Et elle a fait une choré sur Stateside de Pink Panthers et Zara Larsson. Je trouvais ça énorme. Et voilà. Et du coup, peut-être le dernier truc que je voulais dire concernant le sport, c'est cette super nouvelle que je suis vraiment ravie. On s'en doutait. Mais on avait en même temps très peur d'espérer sur cette nouvelle. C'est Zidane qui arrive, ce roi du monde, qui arrive à la tête de la sélection française dès la fin de la Coupe du Monde 2026. Bon, mais j'aurais bien sûr préféré que ça soit avant. Personnellement, je pense que c'est une Coupe du Monde de trop pour Didier Deschamps, mais que sais-je, peut-être que je me mordrai les doigts d'avoir dit ça mi-juillet, donc on verra bien. Mais je pense que c'est une très bonne décision, Zidane. C'est tout ce que le peuple souhaite. Maintenant, bien sûr, hein, avec grandes attentes vient grande responsabilité. C'est pas du tout ça la phrase de Spider-Man, mais je l'ai remixé un petit peu pour prouver mon point. Espérons qu'il fasse le job. À mon avis, même s'il fait pas le job, la France devrait pas trop mal s'en sortir, puisqu'on est quand même sur une génération qui est une génération victorieuse, qui implique un banc de notre équipe qui est plus forte que la plupart des autres équipes du monde. Donc je pense qu'on devrait quand même pas trop sans mal s'en sortir. Mais comme je le dis souvent, ce n'est pas les performances individuelles qui font la réussite collective. Et c'est sur cette phrase que je vais terminer. Voilà. Je vous dis à la semaine prochaine et je vous souhaite une excellente semaine. Ciao!